Alors, j'ai passé ma carrière professionnelle essentiellement à travailler sur les immigrants. Les immigrants français qui se sont établis dans la vallée du Saint-Laurent, au Canada, comme on l'appelait à l'époque, au 17e et 18e siècle. Et donc, pendant une quinzaine d'années, j'étais au département de démographie de l'Université de Montréal et avec une équipe dont j'étais membre, on a essayé de comprendre le comportement démographique des immigrants au 17e siècle. Dans le cas des Filles du Roi, ça a été beaucoup plus un mouvement planifié, organisé, c'est-à-dire que le roi, l'État a pris en main le départ, l'installation de ces femmes, parce qu'il y avait un problème, c'est que jusque-là, le Canada avait été peuplé surtout d'hommes. Donc il y avait 6 à 14 fois plus d'hommes que de femmes. Alors, si on voulait, dans les années 1660, si on voulait que cette colonie perdure, il fallait qu'il y ait des femmes qui viennent, s'établissent, aient des enfants. Donc, en 1662, Pierre Boucher, qui vient de Mortagne-au-Perche, a convaincu le roi Louis XIV d'envoyer des troupes, et c'était les troupes du régiment de Carignan-Salière, donc 1200 hommes qui sont venus entre 1665 et 68. Mais des hommes qu'on aurait voulu qu'ils s'établissent en Nouvelle-France, sans femmes, ça posait problème. Donc, en même temps, le roi, à partir de 1663, a envoyé à peu près chaque année des femmes qui étaient recrutées à l'hôpital général de Paris, mais il y a aussi des femmes qui venaient de Rouen, aussi qui ont été recrutées par les curés. Et il y a des femmes aussi qui se sont embarquées à La Rochelle et qui ont fait partie plus ou moins des contingents. Alors, quand on essaie d'établir le nombre de ces femmes, d'après la correspondance de l'époque, il en serait venu à peu près 850. Or, d'après nos sources, d'après les registres paroissiaux, les recensements, on réussit à en avoir les noms d'environ, et même c'est plus qu'environ, maintenant il y en a 764. Ce qu'on attend d'elles, c'est qu'elles se reproduisent. Alors, pour se reproduire, il faut se marier. Alors, j'ai calculé l'intervalle entre le débarquement et le mariage, et en moyenne, c'est 5 mois. Donc 5 mois, ça paraît beaucoup comparé à ce que le baron de la Hontan avait écrit en 1703. Il lui disait que toutes les filles se mariaient dans les 15 jours. Par contre, un historien qui m'a précédé, Marcel Trudel, pour la période antérieure aux Filles du Roi, a calculé un intervalle d'1 an. Donc pour lui, les femmes immigrantes prenaient 1 an avant de se marier. Donc on voit que les Filles du Roi arrivent à un moment où on a vraiment un besoin pressant de femmes et elles sont poussées non seulement à se marier presque toutes, ce qui est le cas, il y en a 733 sur 764 qui se sont mariées, mais aussi à le faire rapidement. Donc, dans un intervalle moyen de 5 mois, il y en a qui se sont mariés quelques semaines, 2 semaines après leur arrivée. Il y en a d'autres qui ont pris un peu plus de temps. Donc, ces femmes-là avaient en moyenne 24 ans. Les 2 tiers d'entre elles étaient déjà orphelines de père, ce qui est beaucoup. Par rapport à la moyenne des femmes de cette époque, de cet âge-là, c'était, d'après les études qui ont été faites, 47% qui connaissaient déjà le décès de leur père au moment de leur mariage. Donc ici, on a une surmortalité paternelle de 20%. Donc elle venait de familles où on avait déjà connu la mortalité. Elle venait de familles pauvres aussi, bien souvent. Pas toujours, mais le plus souvent, c'était des familles pauvres. Il y avait comme une sorte d'exclusion, finalement. Ces filles-là, pour qu'il y en ait le tiers qui soit passé par la salpêtrière, c'est qu'elles avaient vécu une forme de séparation de leur famille. Bon. Ce qui n'est pas le cas de toutes les filles. Celles qui venaient de La Rochelle, par exemple, au contraire, elles avaient quelqu'un de leur famille qui les avait, dans les 2 tiers des cas, quelqu'un de leur famille qui les avait précédées, qui les a accompagnées ou qui va les suivre. Bon. Donc, ces filles-là arrivent le plus souvent, donc elles sont seules de leur famille. Elles se connaissent entre elles parce qu'évidemment, elles ont fait une traversée qui a duré environ 2 mois. Elles se marient. Elles se marient avec qui? Alors, on pourrait penser que, par exemple, mettons, une Normande va chercher à se marier avec un Normand, ou bien une fille qui sait signer son nom va se marier avec quelqu'un qui sait aussi signer son nom. Or, d'après ce que j'ai pu calculer, c'est le hasard à peu près total qui a joué. Alors, ce qui veut dire, quand même, c'est intéressant, ces filles-là qui parlaient français, dans le cas des Parisiennes, elles se sont mariées avec
parfois quelqu'un qui venait du Poitou, de la Normandie ou même du Midi, des gens qui normalement auraient dû parler une autre langue, un autre patois, et normalement ces gens-là n'auraient pas pu se comprendre entre eux. Et qu'ils se soient mariés ensemble montre que sans doute que le français était quand même un peu plus diffusé qu'on ne l'a pensé jusqu'à maintenant. Ça veut dire aussi que ces hommes-là venaient peut-être plus souvent de la ville qu'on ne le pensait, parce que le français était plus connu dans les villes que dans les campagnes. Et puis, il faut dire que, hommes comme femmes, bien souvent, on attendait quelques semaines, sinon quelques mois, dans le port avant de pouvoir partir. Ensuite, il y avait la traversée. Donc, ce sont des moments où on peut apprendre une langue commune, et la langue qui était commune, c'était le français. Je pense que pour les filles du roi, leur arrivée dans un nouveau monde, c'était vraiment un nouveau monde. C'était vraiment différent de ce qu'elles avaient connu. D'abord, liberté. D'abord, comme elles étaient minoritaires, elles avaient le choix d'hommes, donc on ne leur imposait pas un parti, mais elles ont choisi à un point tel qu'il y a eu des ruptures. Dans 15% des cas, elles ont signé un premier contrat de mariage et elles l'ont annulé ensuite pour choisir un autre homme. Dans certains cas, même, elles en ont choisi un troisième. Alors que c'est quelque chose qui était à peu près impensable en temps normal. Et quand ça se faisait en France, c'était le plus souvent à l'initiative de l'homme. Ici, c'est clair, c'était surtout à l'initiative de la femme. Et puis ensuite, elles arrivent dans un milieu où la terre est gratuite, où on a droit de chasse et de pêche, où on peut se nourrir de façon assez facile. Donc, il y a abondance de viande d'animaux d'élevage, de gibier, de poissons, l'eau qui était pure. Donc, il y avait des conditions alimentaires, des conditions de vie qui étaient vraiment supérieures à ce qu'on connaissait en France d'Ancien Régime. Ce qui ne veut pas dire que la vie était nécessairement très facile. Il faut s'imaginer arriver sur une terre qui était encore en bois debout, comme on disait, où il fallait, donc l'homme avait une vie de galère, c'était très difficile, ça prenait des années avant qu'on puisse, que cette terre devienne rentable. Mais bon, contre le travail, il y avait en retour des conditions d'existence qui étaient supérieures. Ça, il n'y a pas de... C'était aussi des femmes sélectionnées, c'est-à-dire que on ne prenait pas une femme qui était malade, hein, lorsqu'on la recrutait en France, une femme qui est grave, mettons l'extrême, qui est malade, qui est alitée, c'est pas elle qu'on va envoyer. Donc on prend quelqu'un qui est déjà quand même qui a une bonne santé. Ensuite, elles ont survécu à la traversée de l'Atlantique. Et puis, elles se sont établies, elles ont persévéré. Donc, au 17e siècle, au Canada, c'était un pays où on avait d'excellentes conditions de vie. Les épidémies étaient rares. Elles vont plutôt survenir au siècle suivant, avec une densité de population qui s'accroît. Il y aura plus d'épidémies, alors qu'au 17e, c'est encore une période où, bien sûr, il y a quand même... on va mourir dans certains cas d'épidémies de grippe et tout ça, mais ça sera quand même moins important qu'au 18e et moins important qu'en France. Mais ce faisant, en faisant mon étude, en calculant leur descendance, on voit que ces femmes-là, n'ayant eu beaucoup d'enfants, ça ne pouvait pas être des prostituées, puisque les prostituées n'avaient pas d'enfants, elles étaient stériles. Elles avaient acquis des maladies vénériennes à une époque où il n'y avait pas de pénicilline, donc elles devenaient stériles, elles n'avaient pas d'enfants. Or, les filles du roi en ont eu plus que la moyenne, ce qui montre que, bon, voilà, c'est pas que le baron de Lantan a pu écrire en nous disant que c'était des prostituées, ce qu'a répété d'ailleurs l'écrivain canadien-anglais Mordecai Richler, qui a publié en 1992 un livre où il disait que toutes les ancêtres féminines des Québécois étaient des prostituées. Alors maintenant, on a une réponse scientifique, pas parce que je l'ai cherché, pas parce que, comme certains ont fait, certains historiens, qui, eux, recherchaient certains arguments, ils sélectionnaient les arguments qui allaient à l'appui de leur thèse, et eux, ils tenaient absolument à prouver que c'était des bonnes petites filles. Moi, ça n'a pas été mon cas, et je suis arrivé au même résultat. Finalement, il faut dire que, sauf quelques-unes, ce qui est normal sur un lot de 800 femmes, bon, Catherine Guichelin, qui a eu 5 enfants illégitimes de 5 hommes différents, bon, ben évidemment, elle avait sa vie à elle, mais ce n'est pas le lot de l'ensemble des filles du roi, absolument pas.